Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi cette semaine j'ai eu l'impression de regarder un épisode de Trump, Powell et les tarifs saison 4, épisode 48, le retour de la trêve inattendue. Alors, globalement, ça finit bien. Pour l'instant, en tous les cas, les marchés adorent. Le S&P 500 fait plus 5%, le Nasdaq plus 7%. Et pendant ce temps, Powell médite sur l'inflation comme un moine tibétain. Trump, lui, il fait la tournée au Moyen-Orient. Il revient avec des valises pleines de milliards et de milliards. Et puis Moody's a craqué en fin de semaine. Plus de AAA pour les USA. Voilà, même la dette américaine commence à sentir la transpiration. Bref, les marchés montent, la dette explose, Trump vend des tanks et Powell parle comme Yoda. Et pendant ce temps-là, la Suisse reste droite dans ses bottes. Enfin, comme la Suisse, quoi. Donc, bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 17 mai 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Les marchés US ont donc enchaîné leur meilleure semaine depuis le mois d'avril. Oui, le S&P 500 gagne 5%, le Nasdaq 7%, le SOX a carrément pris 10%. Merci Donald pour tout ce boulot de VRP effectué au Moyen-Orient et aussi un peu grâce à la réduction temporaire des droits de douane entre la Chine et les États-Unis qui sont retombés à 30%. C'est dire où on en était avant. En clair, Donald Trump a quitté son rôle de pourfendeur des tarifs et se présente dorénavant comme le gars qui trouve des solutions. Et les places de bourse mondiales ont bien aimé et Wall Street s'est jeté dessus comme les soldes chez LVMH. Est-ce que cette euphorie va durer ? Ça dépendra de si Trump garde son nouveau costume de négociateur et d'entremetteur de business ou s'il redevient le Dark Vador de Truth Social et de X. La news de cette fin de semaine, c'est donc Moody's qui a craqué. C'était le dernier empereur des ratings qui donnait encore un triplé aux USA et depuis hier, c'est terminé. La dette US passe donc de intouchable à presque intouchable. Alors pourquoi ? Bien parce que la dette explose, les intérêts montent et sont élevés et personne n'a l'air de vouloir ranger sa chambre à Washington. Et comme d'habitude, Trump a répondu à ça comme un ado à qui on reproche ses notes. Moody's, c'est des losers gauchistes qui me détestent. Mais attention, c'est pas juste une claque symbolique, c'est un signal. C'est un gros gyrophare clignotant qui dit attention, le crédit illimité de l'Amérique aujourd'hui a un prix. Et ça, le marché obligataire, il va s'en souvenir. Pas sûr qu'on avait besoin de ça sur la dette américaine, mais enfin, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Côté LVC, c'est une semaine en dents de scie, mais qui finit bien. Le SMI est au-dessus des 12 300, boosté par la détente tarifaire et les résultats solides de Richemont et de Suisse Re. Petit détour macro, le PIB suisse a cru de 0,7% au premier trimestre, qui était porté par les services et l'industrie. Et puis les prix à l'import montent légèrement de plus 0,1%, mais reste quand même sage sur une année puisqu'on est toujours à moins 0,5%. Bref, la Suisse reste ce cousin sobre et stable pendant que les autres sont en train de se finir à la tequila à la fin d'un mariage. Du côté inflation, les dernières données US sur les prix sont sorties, et CPI et PPI sont en dessous des attentes. Traduction, les tarifs douaniers n'ont pas encore fait exploser les prix. Et pendant que Jérôme Powell fait du mime en n'évoquant pas une seule fois les taux d'intérêt cette semaine, il nous balance quand même une ambiance à la Mad Max, puisqu'il déclare qu'on entre peut-être dans une ère d'inflation erratique causée par des chocs d'offres fréquents. Bon, je comprends pas tout ce que ça veut dire, mais ça a l'air intéressant. Autrement dit, je ne touche à rien pour l'instant, mais je sens que ça va secouer. Et pendant que le patron de la Fed tente de garder son calme zen au milieu du chaos macroéconomique, Donald Trump, lui, il est parti faire du shopping au Moyen-Orient et du shopping version XXL. Résultat, des centaines de milliards de contrats signés avec les Saoudiens, les Émirats et le Qatar. Défense, puces électroniques, aviation, la totale, du business, du pétrole en douce et un bon coup de projecteur sur la puissance commerciale américaine et la puissance de négociation de Donald Trump. En résumé, Powell alerte sur l'incertitude, Trump rentre avec des valises pleines et sur les marchés, ça donne une étrange alchimie de la nervosité monétaire, mais une bourse qui monte quand même parce que jusqu'ici, le cirque fonctionne et les caisses se remplissent. Vendredi, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a chuté à 50,8, deuxième pire score de l'histoire de cet indice. Les Américains flippent. Pourquoi ? Parce que les tarifs douaniers les font flipper sur l'inflation, les prix et le coût des chocopops. Et comme 75% des sondés parlent spontanément des tarifs, ça montre bien que le débat économique est passé du Nasdaq au
caddie de Walmart. Walmart qui a d'ailleurs sorti de bons chiffres, mais qui prévient qu'ils auront autant de vision sur l'avenir qu'un aveugle qui se rend compte que son labrador refuse de sortir du panier le matin. Et du côté pétrole, on a tenté le rebond, mais il s'est cogné à deux choses. Un potentiel accord nucléaire entre les USA et l'Iran qui pourrait ramener entre 400 000 et 800 000 barils par jour sur le marché. Et l'OPEP qui continue d'arroser le monde comme si le pétrole coulait à l'infini. Résultat, le Brent recule malgré une semaine globalement verte et les analystes se demandent si on ne va pas vers une surabondance de pétrole qui va noyer les prix à moyen terme. Et comme disait Goldman Sachs, de toute façon, Trump, il veut voir les prix entre 40 et 50 $, mais ce serait bien si c'était à 65 également. Du côté des performances de la semaine, alors vous voyez que le Philadelphia Semiconductor Index prend 10,2% et la tête du classement est suivi par le Dow Jones des transports, le Nasdaq, le S&P 500, et puis derrière vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez même Hong Kong qui prend 2%, et puis vous avez l'Europe avec la France qui prend 1,85%, le SMI avec 1,83% et l'Allemagne qui est un peu le parent pauvre cette semaine en ne gagnant que 1,14%. La Chine ne fait quasiment rien, le Nikkei non plus, malgré son ralentissement économique. Et puis le Bitcoin légèrement en baisse après avoir cassé les 100 000 $ il y a 10 jours. Et puis l'or qui se replie un petit peu parce qu'on se demande si ça vaut bien la peine d'avoir encore des valeurs refuge avec ce marché qui est en pleine forme. Sur le SMI, alors clairement, Richemont, star de la semaine, plus 14% sur une semaine, suivi de Logitech qui prend 8% parce que ça va mieux du côté des droits de douane, ABB qui prend 5,6% parce qu'ils veulent vendre leurs robots, et puis vous avez toujours un petit peu, grosso modo, les pharma qui commencent à réussir à revenir à la surface, mais ça reste compliqué puisqu'on a commencé la semaine avec toujours ces mauvaises nouvelles de prix de médicaments qui doivent être ramenés à la baisse selon Donald Trump. Et puis, bonne semaine pour Geberit, on va en reparler un petit peu plus tard. Et puis, on passe au graphique comme d'habitude. Alors, vous voyez que le SMI qui a marqué un petit peu le pas pendant, disons 2 semaines. Vous voyez ici, cette zone de consolidation est en train de sortir par le haut. Donc, on clôture au-dessus des 12 300, ce qui est positif, mais également au-dessus de cette moyenne mobile des 50 jours, ce qui devrait donner encore un petit peu de courage au marché. Il n'y aurait plus que cet indicateur qui devrait se retourner pour repartir de nouveau à la hausse. En tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Et c'est un petit peu c'est assez bien, ça résume assez bien la semaine. Le marché est optimiste, le marché y croit et il veut continuer de monter. Alors, est-ce qu'on va réussir à retourner jusqu'au-dessus des 13 000 pour fêter de nouveaux plus hauts historiques ces prochains temps parce que tout va bien? Eh bien, pour faire ça, il nous faudra l'aide de Roche, de Novartis et de Nestlé. Sans eux, ça va être compliqué parce que je rappelle que ces derniers jours, ils souffrent quand même pas mal. Les États-Unis, ça continue encore et encore, comme disait Francis Cabrel, c'est que le début, d'accord. Alors vous voyez de nouveau qu'on a fait un plus bas l'autre jour, alors ça on le savait, on l'a vu récemment, le plus bas a été fait, et puis depuis, on a hésité un petit moment, et depuis les histoires de la Chine, ça n'arrête plus de monter, avec la semaine qu'on vient de vivre, ça paraît juste exceptionnel. On continue encore une semaine comme ça, et puis c'est bon, on est de retour au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, et les détracteurs de Donald Trump sont en train de se bouffer les ongles en se disant mais comment il a fait, puisqu'il y avait quelques semaines encore, on le détestait au plus haut point, alors que maintenant on semble bien avoir fait donc un plus bas. En tout cas, ça paraît impossible aujourd'hui qu'on retourne chercher les 4008. Au pire, on peut envisager une petite correction parce que les arbres ne montent pas au ciel, mais on dirait que le chemin est de nouveau bien dessiné pour aller rechercher les plus hauts historiques sur le S&P 500. Peut-être pas du premier coup, mais les choses ont l'air d'aller pour le mieux. Il faudrait vraiment que ça soit une catastrophe au niveau des droits de douane pour qu'on se reprenne une volée de bois vert. Le Nasdaq, même histoire, sauf que lui, il laisse plein de gaps derrière. On a vu que toutes les technos, alors là, on a un gros gap qui est resté derrière, on a un autre gros gap ici, ça c'est jamais très très bon. Toutes les technos ont explosé de nouveau. Retour en grâce des Magnificent Seven, retour en grâce de Nvidia, retour en grâce de l'intelligence artificielle. Dans cet environnement, la tendance est quasi verticale, mais elle nous pointe également en direction des plus hauts de tous les temps. Vous voyez qu'on n'est plus très très loin. Il faut qu'on ait recherché les 22 205 et on est seulement à 21 427. Et à la vitesse où ça monte, ça peut également être plié assez rapidement. Encore une fois, ça dépendra des commentaires de Trump, aussi de ce que Trump poste sur les réseaux sociaux et de comment ça se passe avec les Chinois au cas où on a des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Un qui est en feu, c'est le SOX. Alors regardez-moi, souvenez-vous de ces canaux que je vous montre depuis longtemps. Vous voyez, on avait ce grand canal latéral dans lequel on devait revenir. On est revenu dedans. On a quasiment cassé pour aller chercher le canal d'en dessus. Donc, on est rentré dans celui-ci maintenant. Donc, on a un nouveau support qui s'est dessiné, qui était une ancienne résistance depuis quelques temps.
Donc voilà, on a cassé cette résistance et là on a un support à 4800 sur le SOX, support à ne pas lâcher. Et puis on verra si on arrive à consolider là-dedans pour aller peut-être casser à la hausse. Ça dépendra probablement des résultats de Nvidia qui seront publiés le 28 mai. On a encore 10 jours à patienter. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont discountées dans les prix de Nvidia. Je vous montre brièvement le graphique, mais on voit qu'on a le rebond est quand même spectaculaire depuis 86 jusqu'à 135,40 en clôture vendredi soir. J'imagine assez mal ce qui pourrait sortir comme résultat pour aller rechercher les plus hauts de tous les temps. Je pense qu'il y a beaucoup de recovery qui est pricé dedans, mais néanmoins, si eux nous font un truc spectaculaire dans 10 jours, c'est bien, ce sera peut-être la bonne raison pour aller chercher les plus hauts sur le SOX. Mais bon, ne nous emballons pas, on n'y est pas encore. L'Allemagne est au plus haut de tous les temps, elle aussi au plus haut de tous les temps. La perf hebdomadaire n'est pas extraordinaire, mais vous voyez qu'on a quand même 2 fois, en tout cas intra-séance, cassé des plus hauts. Et je crois d'ailleurs que oui, la clôture de cette semaine est au plus haut de tous les temps, à 23 767 sur le DAX. Donc on est de nouveau au plus haut de tous les temps. Le DAX bénéficie d'un effet de sympathie avec l'arrivée au gouvernement de M. Merz, qui va donc balancer des tonnes et des tonnes et des tonnes de milliards d'euros sur le marché, qui devrait nous permettre de retrouver Germany Great Again pour les prochains mois, les prochaines années. C'est en tout cas ce que le marché est en train de discounter. Et puis toujours beaucoup d'intérêt dans l'armement, puisqu'on sait qu'ils veulent devenir l'armée la plus puissante d'Europe en Allemagne depuis qu'on leur a lâché la bride. Le CAC 40, il remonte, toujours un petit peu plus lentement que les autres, mais gentiment on arrive là aussi pas loin des plus hauts historiques. Il faudrait qu'on rentre de nouveau dans la zone des 8000 sur le CAC 40, ce sera un peu le challenge de la semaine prochaine. Et puis du côté des matières premières, comme je vous l'ai dit, le futur sur le pétrole, sur le WTI, eh bien, il oscille dans ce range. Vous voyez que maintenant on est en train de construire quand même un petit range sur le pétrole, un range qui passe par les 64 en haut. Et puis le bottom de ce range, on va dire que ce serait les 56. Donc on est dans ce range-là. On peut essayer de traiter pour l'instant. Si on venait s'affaiblir en direction des 56, 57, je pense qu'il faudra racheter pour essayer de jouer la tendance, c'est ce canal momentané, puisqu'on sait que, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, les Saoudiens sont en train d'ouvrir les robinets, que les Iraniens pourraient les ouvrir aussi s'ils trouvent un deal efficace avec les Américains. Mais qu'en même temps, eh bien, Trump, il aurait quand même besoin que le pétrole remonte, puisque je vous l'ai dit dans le Morning Bull d'hier, il faut que pour gagner de l'argent pour les foreurs aux États-Unis, pour les sociétés qui font du forage, eh bien, il faudrait que le baril vaille au moins 65 $. En dessous, il fore à perte. Du côté de l'or, alors vous voyez là, on a un joli support qui est en train de se dessiner. Alors voilà, on va dire qu'on on peut ajuster. On va dire que si on va chercher les plus bas, eh bien, globalement, on a un support dans la zone des 3150. D'ailleurs, ça a plutôt bien tenu. C'est cette zone-là où on voit que les rachats reviennent. Et je pense que si on arrive à consolider dans la zone des 3000... Bon, là, on a déjà bien rebondi, mais si on est dans cette zone 3160, 3230, si on arrive à se revenir sur les bas, on peut imaginer qu'à court terme, l'or va reprendre sa tendance et devrait repartir de nouveau chercher les plus hauts, puisque évidemment, c'est un peu le serpent de mer. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant que l'or va aller à 4000, et puis une fois qu'il ira à 4000, il ira à 5000. Ça rappelle un petit peu la bulle Internet où on disait tout ce qui va à 1 va à 10, tout ce qui va à 10 va à 100 et tout ce qui va à 100 va à 1000. Du côté du Bitcoin, on est dans une zone latérale toujours. On consolide maintenant, on va dire, entre 102 000 et 105 000 durant la semaine. C'est ce qu'on a fait. Donc on a un peu l'impression que c'est presque trop facile, j'ai envie de dire. On a eu cette zone de consolidation, on a cette deuxième zone de consolidation. Donc logiquement, après cette première accélération, on devrait avoir une suivante dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent pour aller s'établir au plus haut historique sur le Bitcoin. La grande question, c'est est-ce qu'on va être capable de franchir les 108 000 du premier coup sans coup ferré, ou est-ce que d'abord on doit aller rechercher un petit peu d'énergie sur les 92 ? Là, vu l'engouement et vu l'intérêt et vu la tendance de fond qui se dessine depuis quelques temps, j'aurais envie de dire que le Bitcoin devrait repartir globalement, casser les 108 000 bientôt. On a un très beau triangle qui est en train de se dessiner ici, comme ça, vous voyez. Et si on casse cette zone-là à la hausse, je pense qu'on va avoir des grosses surprises sur le Bitcoin cet été. Comme le prévoyait d'ailleurs mon camarade Vincent Gann. Au chapitre des vedettes de la semaine, on commence avec Alcon qui a déçu au premier trimestre. Résultat en dessous des attentes, segment clé en petite forme et des prévisions annuelles qui ont été revues à la baisse. Le marché américain est mou, la concurrence est forte et tout le monde attend de nouveaux équipements de mai pour pouvoir passer commande. Le segment chirurgie patine, moins 6% sur les équipements, les implants stagnent et Vision Care se traite malgré quelques hausses de prix. Le potentiel est là,
nouvelle lentille, collier innovant, lancement d'Unity, mais pour l'instant, ça sent plus la gueule de bois que la fête en ce moment, il faudra attendre un petit peu. Résultat, le titre s'est fait littéralement défoncer, et ça ne va pas être simple de trouver des niveaux pour réentrer dedans. Pour l'instant, c'est un peu un falling knife. Le chart ne ressemble plus à rien depuis quelques mois. Vous voyez des trous partout. Alors, on avait on va dire une espèce de consolidation latérale depuis un bon moment sur Alcon, cette zone-là, on va dire ça comme ça, en la tirant un petit peu sur le bas là. Et là, pour l'instant, on s'est établi dans une nouvelle zone. Donc, il faudra qu'on arrive à réintégrer ça un petit peu plus tard, réussir à remonter. Alors là, il y a eu un gros sell-off. J'ai envie de dire que pour les traders, si on a une nouvelle accélération en dessous des 70, j'essaierai de me positionner pour jouer un petit 10 balles à la hausse. Mais pour l'instant, franchement, du côté fondamental, j'ai l'impression qu'il faudra attendre le prochain trimestre pour y voir un petit peu plus clair. Du côté de chez Holcim, sans surprise et sans suspense, les actionnaires ont validé à quasi 100% la scission de leur activité nord-américaine. Résultat, une nouvelle entité va voir le jour, on le sait, elle s'appellera Amrise, on le sait aussi, et elle s'occupera uniquement du business en Amérique du Nord. Pendant ce temps, Holcim gardera le reste du monde et continuera de livrer du béton à la planète entière. L'idée est de profiter à fond du boom des dépenses d'infrastructures aux États-Unis qui fait saliver tous les industriels du secteur. La séparation sera officiellement bouclée d'ici fin juin. La nouvelle société sera intégrée au SMI jusqu'au mois de septembre. Franchement, c'était écrit d'avance. Maintenant, place au pricing et au spin-off show. Vous voyez que du côté du graphique, après les craintes de la guerre tarifaire qui nous a amené à 76, on est de retour à 98,30. Encore un petit effort et d'ici le spin-off d'Amrise, on devrait atteindre les plus hauts historiques sur Holcim. Spin-off intégré, bien sûr, mais en tout cas, sur le graphique, il n'y a rien à dire. La tendance de fond est établie. On est sur un trend haussier depuis la catastrophe des droits de douane. Il n'est pas très droit, mon trend dossier, mais globalement, on pourrait largement revenir au-dessus des 100 ces prochains temps, vu l'engouement et la tranquillité qui règne chez Holcim en ce moment. Du côté des pharma, Roche grogne contre Trump. La nouvelle mesure de l'administration américaine visant à faire baisser les prix des médicaments mettrait en danger ses plans d'investissement aux USA, c'est ce qu'on a entendu la semaine dernière. Le groupe suisse avait prévu de balancer 50 milliards de dollars sur le sol américain, mais là, il se demande s'il ne va pas plutôt garder la monnaie au chaud en attendant que ça se calme un petit peu. Trump, on le sait, veut aligner les prix américains sur ceux des autres pays riches, donc plus bas. Et Roche trouve que ça fait un petit peu mal au niveau des marges et au niveau de l'argent. Donc du coup, le labo pour l'instant reste en discussion avec Washington, histoire de voir s'il y a moyen de négocier ou au moins de temporiser. Et pendant ce temps, le concurrent, le grand frère, le petit frère ou le cousin Novartis restent zen et disent qu'ils ne changeront rien à leur stratégie d'investissement aux États-Unis. Deux styles, deux ambiances, et les deux quelque part ont envie de caresser Trump dans le sens du poil. Alors je vous le disais tout à l'heure, ça va un petit peu mieux en fin de semaine, mais les pharma souffrent. On voit qu'on arrive en bas quand même du sell-off. Je pense que quelque part dans cette zone-là, maintenant, on peut commencer à se repositionner pour ceux qui n'en avaient pas. Et on peut espérer revoir un petit peu des meilleures couleurs. Le pire est derrière nous. Au pire, justement, peut-être que Trump va faire des annonces intéressantes sur les pharmaceutiques, ce qui la renverrait systématiquement 10-15 balles plus haut quand on parle du bon Roche. Chez Novartis, c'est plus ou moins la même type de configuration. C'est toujours dans cette tendance latérale. On a un support de toute manière à 84, il faut absolument racheter quand on vient là. Bon là on n'a pas été jusqu'ici, mais je pense que de toute façon Novartis, je suis prêt à prendre les paris qu'on va revoir les 100 francs dans quelques mois. D'ici cet automne, je pense que Novartis sera de retour à 100 balles sans coup férir. De toute façon, des solutions seront trouvées pour ces histoires de prix des médicaments. Richemont a sorti des chiffres solides et rassure tout le monde. Le luxe ultra haut de gamme ne connaît pas la crise, surtout quand on vend des diamants à ceux qui regardent jamais l'étiquette de prix. La joaillerie cartonne, plus 8%, 15,3 milliards d'euros de ventes, portés par Cartier et Van Cleef qui peuvent augmenter les prix sans que ça bronche et sans que ça se remarque. Côté montre, c'est un peu moins brillant, moins 13%. La Chine boude un peu, merci la crise immobilière et merci les tensions commerciales. La branche fourre-tout, mode accessoires immobiliers, progresse de plus 7%, mais reste dans le rouge avec plus de 100 millions de pertes. Et en dehors de l'Asie, toutes les régions sont en feu, plus 30% au Japon, plus 15% aux USA, plus 14% au Moyen-Orient, plus 11% en Europe. Le chiffre d'affaires grimpe à 21,4 milliards, le profit à 2,7 milliards, plus 17%. Solide, pas de guidance, mais les analystes y croient, dur comme fer. En résumé, le luxe intouchable made in Geneva tient sa ligne et les clients, eux, ils tiennent leur portefeuille grand ouvert. Et il y en a qui ne connaissent pas la crise visiblement. Le graphique se passe de commentaires. On a eu la grosse dépression avec les histoires de la Chine qui a inquiété tout le monde. On se traitait autour des 180 francs suisses. Et depuis l'histoire du Liberation Day, on s'est pris une claque monumentale pour revenir jusqu'à 120. Et aujourd'hui,
Nous sommes de retour à 165 après ces très bons résultats. Je suis presque prêt à prendre le pari qu'il va encore y avoir des upgrades la semaine prochaine et on devrait gentiment retourner là où on devait être avant cette histoire de Liberation Day aux États-Unis. Et puis alors, Swiss Re a publié un premier trimestre bien rentable malgré une ardoise XXL liée aux incendies de Californie. 600 millions de dollars envolés en fumée pour reconstruire les maisons du tout Hollywood à neuf. Résultat net en hausse de 16% à 1,28 milliard, aidé par de bons rendements, un gain de 200 millions via la vente d'un bout de Definity et une fiscalité light à 14%. Le chiffre d'affaires recule de 10%, mais le ROE explose à 22,4% et les analystes applaudissent la rentabilité, même boostée par des effets exceptionnels. Dans la réassurance vie, les revenus chutent de 15%, mais le bénéfice grimpe à 439 millions. Et dans l'assurance aux entreprises, le chiffre baisse, mais la marge s'améliore. Les ratios combinés sont meilleurs que prévu et la direction confirme la feuille de route pour 2025. Plus de 4,4 milliards de bénéfices pour le groupe. Attention quand même, les revenus baissent, la météo devient un poste de dépense et tout n'est pas récurrent dans les bons résultats. Les Swiss Re bossent bien, mais le marché reste un peu plus difficile à convaincre que les analystes. Après tout, le titre valait 100 balles il y a un an et ça termine la semaine à 148,40. Il n'y a pas de quoi pleurer non plus, surtout avec un rendement du dividende qui est au-dessus des 4%. Vous voyez le graphique qui se termine d'une semaine assez houleuse. Enfin, vous voyez, la dernier jour de trading de vendredi, c'était vraiment en haut, en bas, tu sais pas où tu vas, avec un plus bas quasiment autour des 146, un plus haut autour des 153. Donc vraiment beaucoup de volatilité intraday. Finalement, on termine plus ou moins à l'équilibre. Donc vous voyez, on hésite un petit peu sur Swiss Re, mais de nouveau, la tendance est là. On a été chercher la moyenne mobile par erreur l'autre jour dans l'histoire des tarifs. Et aujourd'hui, on peut quand même se dire que l'un dans l'autre, on est en train de dessiner un truc plutôt sympa au niveau de Swiss Re, mais de nouveau, c'est de l'investissement papy sur le long terme. On va oublier l'exagération, mais je pense qu'on a un gros support dans la zone des 143. Donc pour continuer à jouer cette tendance haussière, si on venait à s'établir un petit peu en dessous ces prochains temps, il faudrait se méfier parce que ça voudrait dire qu'on est en train de changer quelque chose, mais je ne pense pas au vu des résultats qui ont été annoncés ces derniers temps. On passe au en vrac de la semaine avec Tecan qui rame un peu mais qui garde le cap. Chiffre d'affaires en baisse de 5%, mais roadmap toujours au programme. Contraction oui, panique non. Roche sort le chéquier, 700 millions de dollars pour une nouvelle usine en Caroline du Nord, 550 millions de plus à Indianapolis. Genentech bentonne son avenir littéralement et vous voyez quand même qu'il continue à investir là-bas. Sika se fait upgrader par la Banque Royale du Canada, rating outperform, objectif 276 balles. Pourquoi? Les bénéfices qui galopent et la croissance qui est à la clé. Et puis Geberit plaît aux analystes qui relèvent leurs recommandations, marché difficile ou pas. Les tuyaux, c'est la vie, même l'IA ne pourra pas nous empêcher d'aller aux toilettes. ABB envisage de vendre sa division robotique, soit une IPO, soit un gros chèque, valeur estimée entre 3,5 et 5 milliards. Les robots cherchent une nouvelle maison. Montana Aerospace renforce ses liens avec Airbus, nouveaux composants pour la 330. On ne change pas une équipe qui fabrique tout ce qu'ils veulent. Zender respire bien et brasse de l'air. Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation en hausse au premier semestre. Merci la ventilation, surtout en Amérique du Nord et en Europe. Quelqu'un a dû laisser la fenêtre ouverte. Et puis Flughafen Zurich, l'aéroport de Zurich en français, a vu 2,78 millions de passagers en avril, plus 6% sur un an. Cloton toujours en mode ascension, même sans gros coup d'éclat. UBS remboursera 1,5 milliard de dollars d'obligations seniors non garanties, échéance 2026, remboursées en 2025 avec un an d'avance. Avolta affiche 3,11 milliards de chiffre d'affaires au premier trimestre. En enlevant l'essence, ça fait encore 3,05 milliards. Croissance organique plus 5%. Merci les boutiques tax-free. Lastminute.com a plus que doublé son bénéfice, 6,5 millions d'euros. L'année commence fort. Les vacances aussi, visiblement, tout le monde ne connaît pas la crise. Et puis Scan garde son cap, ambition confirmée pour 2025 et pour 2030. Pas de vague, mais cap bien fixé. Les salles stériles, c'est du long terme. Dublin boucle son exercice avec des résultats en hausse. Dividende inchangé à 1 franc par action. Pas explosif, mais ça roule. Swiss Prime Site garde ses objectifs 2028, présenté à Genève. Tout le monde a l'air confiant. Traduction, les PowerPoint étaient prêts et tout le monde est content. Zoom met la main sur le chinois Chengdu Fengchuan pour 16 millions, acoustique, chaleur, tout ce qui fait qu'une voiture ne sonne pas comme une casserole et est relativement confortable. Finalisation du deal prévue à fin juillet. La semaine pro, on va se concentrer sur les statistiques chinoises d'avril, production industrielle et vente de détail qui sortiront lundi matin. Les PMI de mai pour les grandes économies, ça sera jeudi et quelques derniers feux au niveau de la saison des résultats avec des Julius Baer, des Generali, du Palo Alto, du Ryanair et j'en passe. Mais surtout, on va observer si le marché continue de valider le bull market par la dérégulation de Trump parce que oui, malgré les critiques, malgré la dette, malgré les tarifs, le marché
marché US est officiellement repassé en territoire positif en 2025. Et ça, même ses ennemis ne doivent le reconnaître. Trump est, pour l'instant, en train de gagner la bataille de la perception. Et on commence à entendre dire qu'il n'est pas si mal, ce Trump, à la fin. Pourvu que ça dure. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez déjà noter que le 18 juin à Lausanne, il y aura, comme chaque année, le Swissquote Trading Day. Je serai là pour de vrai avec plein d'invités pour parler finance et plein d'autres trucs aussi. Le lien pour l'inscription est juste en dessous de cette vidéo. Alors hop, à vos agendas et je vous attends là-bas le 18 juin. Mais d'ici là, nous on se retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live comme d'habitude. Donc excellent week-end à tous. Bye bye.